Bonjour à toutes et à tous. Avant de, avant de commencer, j'aimerais vous montrer une petite photo. Une petite photo que vous allez me dire si vous la voyez. Qui c'est qui la voit, cette photo? Moi, je la vois. Qui c'est qui peut me dire ce qu'il y a sur cette photo? On voit une femme avec un masque, enfin un genre de cagoule. Mais ça semble être une belle femme, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça semble en tout cas être une belle femme. Sauf que comme elle a une cagoule sur le visage, ben, on ne sait pas si c'est une belle femme ou si ce n'est pas une belle femme. Donc, ce que je veux vous dire par là, à travers mon message, c'est que la plupart d'entre vous avez allumé vos caméras et c'est très appréciable que vous avez allumé vos caméras. Pour ceux qui ne l'ont pas allumé, voilà à quoi vous ressemblez. Donc, je vous invite à allumer votre caméra. Aujourd'hui, on va être en format salon, comme l'a dit Jacques précédemment. Donc, l'idée, c'est discuter avec vous, avoir des conversations ensemble, qu'on puisse vous expliquer un petit peu ce que l'on fait, nous, au Carrefour, pour prospecter les habitudes dans le jour avec les lettres, mais surtout avoir de la conversation avec vous, connaître vos problèmes, vos défis, comment est-ce qu'on peut vous aider justement à avoir, euh, à avoir du succès en écrivant à vos clients. Voilà, donc je vais enlever ma super belle photo. Oui, effectivement, on a Simon qui dit, on dirait qu'elle a un AVC ou un CV, je ne sais pas ce que tu dis. Oui, effectivement, c'est pas. En tout cas, je pense que sans sa cagoule, elle est beaucoup plus jolie comme femme. Euh, je la trouve moins belle avec sa cagoule, effectivement. Super, good. Jacques, je donne la parole. Est-ce que tu veux commencer un petit peu à prendre un petit peu le relais sur ce salon? Oui, bien sûr. J'aimerais ça déjà savoir qui parmi vous envoie des lettres aux clients. Là? Est-ce que vous consultez le registre foncier parce que vous envoyez des lettres aux clients? On a Stéphane, On a Jean. on a Jean, Qui c'est qu'on voit des lettres encore à ses un petit peu clients? Stéphane qui vient de lever la main. Je ne sais pas, y en a-tu d'autres? Fait que là, on va surtout discuter de ce qu'on met dans une lettre, puis c'est quoi l'objectif de la lettre finalement. J'imagine que l'objectif de la lettre, c'est d'obtenir un rendez-vous, puis de s'asseoir à la table de cuisine pour faire une proposition. J'imagine que c'est ça que vous cherchez quand vous envoyez une lettre. C'est bien Mais ça? moi, je me demande si c'est pas plus facile d'aller voir la personne directement. Moi, c'est Oui, quand j'envoie pas de lettre, je vais cogner aux portes. oui. Moi, j'aime mieux directement en personne. En fait, la lettre puis le cogner aux portes, c'est à peu près la même chose. C'est juste que le mode de livraison il est différent. Il y en a un qui c'est verbal, puis l'autre c'est écrit. Et puis, il y a aussi, je dirais, de laisser une lettre quand on cogne à la porte et qu'il n'y a personne. Sinon, il faut y retourner à répétition, puis on ne sait pas quand est-ce que les gens sont là. La lettre, elle peut autant servir comme lettre d'introduction, ça peut être aussi votre speech de quand vous avez rencontré quelqu'un, puis ça peut être aussi la lettre que vous laissez après avoir fait un passage, puis qu'il n'y a personne. Ça te va? C'est comment ton prénom? Je vois juste Poitras, je ne vois pas ton prénom. Valérie. Valérie. Bon, voilà, Valérie. C'est un très bon point qu'a apporté Valérie d'ailleurs. Au passage, le porte-à-porte est un des plus efficaces parce que c'est une prise directe avec le client. Et l'avantage du porte-à-porte, c'est qu'on va voir le verbal, mais surtout le non-verbal de la personne. Et ça a une grande influence dans la communication de voir le non-verbal de la personne parce que vous voyez le visage de la personne, vous voyez comment est-ce qu'il parle, comment est-ce qu'il se déplace. Et c'est important dans une conversation. On dit que plus de 95% d'une conversation est non-verbale. Ça ne veut pas dire que la lettre ne fonctionne pas, mais dans les deux cas, ce qui va être important, ce qui va interpeller votre client, c'est le message que vous allez mettre derrière. Le message et l'intention que vous avez, que ce soit avec votre lettre ou que ce soit au porte-à-porte. C'est ça qui va faire que si demain quelqu'un va cogner à votre porte ou vous recevez une lettre, quand vous allez l'ouvrir, ce qui va déclencher le fait que vous allez prendre votre téléphone et appeler la personne ou vouloir faire affaire à la personne qui va cogner à votre porte, c'est l'approche qu'elle va avoir, mais surtout le message qu'elle va livrer. Bon, alors, on va regarder un petit peu comment on peut envoyer une lettre et avoir gagné le contrat. En fait, moi, quand je vais chez les clients, je vois souvent des grosses piles de lettres là, chez les clients. Elles sont soit certaines ouvertes ou soit certaines pas ouvertes. Alors, vous, quand vous envoyez une lettre, dites-vous que vous n'êtes pas le seul. Ça se peut qu'il y ait plusieurs personnes qui ont envoyé des lettres. Aujourd'hui, il y a plein d'informations qui font qu'on sait que si les gens ont des préavis d'exercice, il y a beaucoup de gens qui envoient des lettres. Mais comment votre lettre à vous, elle va se démarquer? Bon, moi, le premier conseil que je vous donnerais, c'est d'avoir une lettre qui est personnalisée. Ce n'est pas une lettre avec une enveloppe, avec une fenêtre dedans, puis on sait que c'est de la publicité, puis comme on vient d'en recevoir plein, on ne risque pas d'attirer l'attention du client. Alors, ce qu'on veut au départ, c'est attirer l'attention du client. La première des choses à faire. Alors, moi, je vous suggère des petites lettres écrites à la main,
surtout les adresses, que ça fait hyper personnalisé. Puis je vous conseillerais aussi peut-être de les mettre avec des couleurs, les enveloppes. Je ne sais pas qu'une enveloppe brune ou une enveloppe blanche comme tout le monde, une enveloppe différente ou encore une carte postale ou quelque chose quelque chose qui se distingue. Je vous dirais même que les cartes postales, elles ont plus d'effet parce qu'on n'a pas besoin d'ouvrir la lettre. OK? Puis s'il y a quelqu'un d'autre dans la famille qui voit la lettre, bien, ça se peut qu'on la transmette à la personne qu'on va dire, qui est super intéressée, qui est le propriétaire de la propriété. Alors, première chose, bien, ça vous prend une lettre qui attire l'attention. On est d'accord? Après ça, bien, ça vous prend un contenu qui va intéresser les gens. Alors, moi, ce que je vois souvent dans les lettres, c'est bonjour, j'ai vu que votre maison avait un avis de 60 jours. Vous devez agir rapidement pour ne pas perdre votre maison et je vous propose de vous aider dans votre problème en achetant votre maison. Mais là, on n'écrit pas à côté à rabais, là, mais les clients comprennent ce que c'est parce qu'ils en ont eu des appels. Là. Ils en ont. Vous êtes possiblement peut-être pas le premier. Là. Donc, ben, quand ils vont voir ça, ben, ils vont encore dire il y a encore quelqu'un qui va acheter ma maison à rabais. Si ce n'est pas ça qu'il veut le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la lettre, À la poubelle. la mettre de côté ou à la poubelle. Ou peut-être même pas l'ouvrir s'il pense que c'est encore le même genre de lettre qu'il reçoit. Donc, première chose, attirer l'attention. Deuxièmement, susciter l'intérêt. Et le troisième, et c'est là le plus important, c'est là que ça va se passer, est-ce qu'on va prendre un rendez-vous ou pas avec vous? En bas de la lettre, ça prend vos coordonnées, les façons de vous rejoindre, éventuellement peut-être même de mettre un accès à votre calendrier pour qu'ils prennent un rendez-vous. Ça, c'est le best, le best, le best, le best. Ou sinon, mettre votre numéro de téléphone, mais là, vous devez répondre au téléphone. Okay. Attirer l'attention, susciter l'intérêt, puis prendre un rendez-vous. Ça vous prend au moins ces trois choses-là dans la lettre. Qu'est-ce que tu en penses, Raphaël? C'est un très bon point. J'aimerais juste justement avoir un petit peu l'avis de tout le monde. À votre avis, lorsqu'un client a un avis de 60 jours et il reçoit des courriers, à votre avis, quel type de lettre il reçoit chez lui? Quel courrier il reçoit chez lui? Là, on va parler un petit peu de la psychologie du client dans l'état dans lequel il est. Donc, il a reçu un avis de 60 jours, à votre avis, il reçoit quoi comme lettre? Il est stressé parce qu'il y a sûrement des choses pas payées, Vidéotron, Hydro, plein de factures, huissier, ça chauffe. Il se sent sûrement à côté. C'est le même, je vois ça. C'est un très bon point, Valérie. Ça veut dire que si demain, tu es dans, je ne te le souhaite pas, je vous souhaite d'ailleurs à personne d'être dans cette situation, mais si demain, par malheur, vous tombez dans cette situation, quelle va être votre réaction s'il y a une lettre qui rentre au courrier, s'il y a le téléphone qui sonne ou s'il y a quelqu'un qui va cogner à la porte? Il va être sur la défensive. Il va être sur la défensive, c'est certain. Ouais, tu vas être sur la défensive, c'est sûr. C'est certain que tu vas être sur la défensive. Je dirais même que tu as peur aussi. Hein? Ouais, tu as peur absolument. Et selon vous, le client qui a reçu un avis de 60 jours, à votre avis, c'est quoi qu'il veut? Selon vous, ce serait quoi un best pour lui? Il veut se faire tendre la main, il veut quelqu'un de bienveillant qui va être compréhensif dans sa situation et qui va vouloir l'aider. Donc, il faut arriver avec je veux t'aider à garder ta maison et non, je vais t'acheter ça à rabais parce que tu te gères mal. C'est un peu ça, là, le principe. Je pense. Excellent point, Valérie. Je crois qu'on s'est parlé qu'une fois, mais en tout cas, tu sembles avoir de l'expérience dans le domaine, c'est bon. Elle a tout retenu. Elle a tout retenu. Mais c'est un très bon point, Valérie. Est-ce qu'on peut dire que le client a besoin d'être pris en charge? Ben, je pense que oui, il faut capable de gérer. Il a besoin d'aide pour arriver à garder sa maison et à gérer. Clairement, il a échappé dans le passé, j'ai l'impression, mais il ne faut pas dire ça. Là. On va être plus bienveillant dans notre verbalisation, mais il a besoin d'aide, il a besoin d'être pris en charge parce qu'il est à bout de souffle probablement. Là. Selon vous, merci Valérie, selon vous, qu'est-ce qui fait, à votre avis, c'est quoi les cas de figure qui fait que je vais tomber en avis de 60 jours? Bon, il y en a plein, mais à votre avis, la moyenne, ça devrait sortir 3 ou 4 raisons. À votre avis, c'est lesquelles? C'est qui pourrait… Séparation, oui, absolument. maladie. Perte d'emploi, maladie, parfait. Donc, séparation, perte d'emploi, maladie, c'est les principaux, nous, en cas qu'on rencontre en sauvetage immobilier, c'est souvent la même chose. Donc, ça veut dire que souvent, ce qui s'est passé, c'est que la personne a perdu le contrôle de sa situation pour quelque chose
dans laquelle elle n'avait pas forcément de contrôle. Si demain, je ne vous le souhaite pas, vous tombez malade, ce n'est pas quelque chose dans lequel vous avez le contrôle. C'est-à-dire vous tombez malade demain, donc c'est quelque chose qui vous arrive sur le coin de la face, et donc vous allez perdre cette situation-là derrière. Donc, il est évident que la personne derrière a envie de garder sa maison. Donc, selon vous, qu'est-ce qui va faire que, si on se met toujours dans la tête du client, demain, on reçoit une lettre, c'est quoi qui va faire que ça va capter mon attention, que je vais avoir le goût de continuer la conversation avec vous? C'est une bonne question. Hein? Un peu comme on disait tantôt, c'est quelqu'un qui va se montrer compréhensif, empathique, qui va apporter des solutions, puis qui va arriver un petit peu avec une proposition déjà établie où la personne n'a pas à se casser la tête pour essayer de s'en sortir, elle ne voit pas clair. Fait que, il faut comme l'aider à clarifier ses pensées. J'ai l'impression que c'est un peu l'approche à préconiser. Oui, c'est un très bon point. L'objectif de la lettre, Valérie, si on revient toujours à l'objectif de la communication, hein, c'est-à-dire que soit on va taper la porte, soit on va envoyer une lettre, soit on va appeler quelqu'un. C'est quoi cet objectif en général? L'objectif premier de la lettre, ce serait quoi? Valérie ou quelqu'un d'autre, hein, si vous avez la réponse. J'envoie une lettre, c'est quoi l'objectif que je recherche? Jacques en a parlé tantôt. Obtenir un rendez-vous. C'est ça. C'est-à-dire que je vais avoir l'intention que le client est OK pour m'appeler, qu'on prenne rendez-vous et qu'on puisse regarder son dossier, parce que c'est ça le but. Hein. Aujourd'hui, peut-être là. C'est un bon point, Valérie, que tu abordes. Je le complémenterai juste en disant que par moment, des fois, en fait, on ne connaît pas encore, tant qu'on n'a pas parlé au client, la solution qu'on peut lui donner. Parce qu'effectivement, il peut avoir un sauvetage immobilier, il peut avoir un prêt, il peut avoir une location, il peut avoir n'importe quoi. Mais des fois, il n'y a pas de solution pour le client. Mais notre but premier en tant que prospecteur, c'est d'avoir déjà un contact avec ce client-là. De dire, OK, tu es OK pour me parler, moi je suis OK pour t'aider. On va ouvrir un petit peu tout ça, on va regarder ce qu'on peut faire pour toi. Donc, c'est ça notre objectif premier lorsqu'on envoie une lettre, de dire que le client a suffisamment confiance, suffisamment envie de prendre le téléphone, nous appeler, nous accorder un rendez-vous. OK? Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Jacques, est-ce que tu veux complémenter un petit peu ce que j'ai dit avant qu'on rentre dans une… Oui, j'aimerais savoir ceux qui écrivent des lettres, comment ils s'y prennent, puis c'est quoi le résultat qu'ils obtiennent. Est-ce qu'ils obtiennent des rendez-vous, ils envoient beaucoup de lettres? Quelle sorte de propriétaires qui les appellent? Est-ce que c'est des maisons toutes en désordre, des maisons en ruine, ou c'est des belles maisons? Qui vous appelle? Et avez-vous des retours d'appel? Des retours de courrier, finalement. Je sais que, Jean, tu pourrais peut-être témoigner, parce que je sais que tu as eu… écrit des super lettres, d'ailleurs, en passant. Moi, c'était une lettre pour une hypothèque légale. Je suis tombé par hasard sur une cliente qui avait plusieurs avis de 60 jours et une hypothèque légale. Ce que j'avais fait, tout simplement, c'est que je lui parlais de ce qu'était une hypothèque légale pour qu'elle se sente concernée puis qu'elle sente toutes les problématiques qu'il y avait avec une hypothèque légale. Je lui racontais une petite histoire d'une de mes clientes qui avait eu un problème d'hypothèque légale, puis qu'à un moment donné, elle ne pouvait plus emprunter, puis que là, elle se sentait pris. Et finalement, je me présentais comme étant pouvant l'aider, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai aimé de ta lettre, Jean, c'est que, premièrement, dans ta lettre, tu n'as pas parlé de toi, mais zéro de toi. Tu as juste expliqué pourquoi je t'écris, c'est quoi qui t'arrive, puis c'est vrai, puis en plus, tu as écrit, quand on reçoit ça, ça met en temps, tu as écrit ça. Fait que là déjà, il y a quelqu'un qui lit une lettre, puis c'est pas comme d'habitude, puis il y a quelqu'un qui dit, je comprends ta situation, puis en plus, j'ai déjà vécu cette situation-là avec d'autres clients, c'était quoi leur problème, qu'est-ce qui est arrivé, puis comment j'ai résolu le problème. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, quand le client t'appelle, Jean, il dit, je me reconnais dans la lettre, je veux cette solution-là. D'accord? Oh, oui, la cliente, quand elle m'a appelé, elle paniquait parce qu'elle venait de recevoir celui qui voulait acheter sa maison ne voulait plus l'acheter à cause de l'hypothèque légale. Déjà, il lui offrait un prix qui était très bas en dessous du marché. Et puis, elle disait que c'était un requin, comme ça vous donne un aperçu comment elle était. Puis elle paniquait parce qu'elle n'avait plus de temps devant elle, là. Elle était vraiment prise. Là. Ça donne, je veux juste complémenter là-dessus, elle dit c'était un requin, donc c'est la perception qu'elle a eue de la personne.
C'est ça, Jean, qu'on est en train de dire? Oui, c'était Ça veut la dire que le perception. message qu'il a utilisé, que la personne et l'approche qu'elle a utilisée, c'est important d'avoir des fois les ressentis des clients parce que si la personne dit ça, si vous copiez une personne qui a fait la même chose que cette fameuse personne que le client disait que c'était un requin, non il est évident que les clients vont avoir cette image de vous. Après, c'est de poser la question, est-ce que c'est l'image que vous voulez véhiculer ou non? Ça, c'est un grand débat. Mais si la cliente a perçu la personne comme un requin, c'est qu'il a dû avoir des comportements qui font dire à la cliente que c'est un requin. C'est important de savoir ça. Donc, Jean, au final, la cliente t'a appelé. Oui. La cliente m'a appelé. J'ai discuté avec elle. Ça a été un petit peu compliqué parce que il y avait beaucoup d'émotions, puis elle avait un dossier qui était complexe. Puis finalement, avec l'aide de toute l'équipe en arrière de moi, il faut le dire, on a réussi à y signer une lettre d'intention. Actuellement, le dossier est en marche pour savoir, l'évaluateur a passé cette semaine pour savoir si on continuait le dossier. Absolument. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que Jean a utilisé une technique qui est très connue et que implicitement, vous avez tous vécu dans votre vie. D'accord? Je pense que si je demande à main levée dans cette salle qui connaît Walt Disney, tout le monde le connaît. Tout le monde connaît Walt Disney. Walt Disney, à votre avis, qu'est-ce qu'il utilise comme stratégie pour faire en sorte que vous regardez ces dessins animés, vous ou vos enfants, et que, il y a de la tristesse, il y a de l'humour, il y a de la joie, On regarde un Walt Disney, vous regardez par exemple, je ne sais pas, le Roi Lion, Aladdin, peu importe les Walt Disney qui existent, il y a toujours ce genre d'ascenseur émotionnel qui fait qu'on va passer du rire aux larmes dans le même film, dans un intervalle de temps de 130 minutes à peu près en général, 90 minutes, c'est à peu près le temps que va durer un Walt Disney. Quelle stratégie, qui est capable de me dire la stratégie qu'il utilise pour faire ça? Que Jean a utilisé la même dans sa lettre. Moi, je la connais, la réponse. Ouais, mais tu n'as pas le droit de répondre, toi, Jean. Moi non plus. Effet de surprise. Qui c'est qui a parlé? Les émotions puis l'effet de surprise. Les émotions, ok, mais qu'est-ce qui fait que ça suscite nos émotions? En général, si tu prends, on va prendre 2-3 exemples de Walt Disney. On va prendre par exemple Aladdin, on va prendre par exemple le Roi Lion, et un troisième exemple, ce serait quoi le troisième exemple? On va prendre 2 ou 3, peu importe. Cendrillon, on fait Cendrillon. Moi, je vais Vincent, Cendrillon. C'est très bien. Cendrillon, le Roi Lion, Aladdin. C'est 3 exemples de Walt Disney. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait en fait Walt Disney? Qu'est-ce qu'il met en perspective? Qu'est-ce qu'il met en œuvre pendant ce… C'est quoi qu'il raconte au final Walt Disney durant cette période de temps? Il raconte une histoire. Exact. Il raconte une histoire où il met en perspective, il met en action des personnages à l'intérieur. On voit Cendrillon où la vie était dure, la vie était difficile, elle était limite esclave dans son truc, elle a rencontré un prince, elle a mis un chausson, et bing, elle est devenue une princesse, et ainsi de suite. Okay, donc, il y a toujours une situation présente, il y a un problème, il y a une solution, il y a une transformation et un dénouement. C'est exactement la même chose que Jean a fait dans son histoire. De sa lettre, donc il a raconté une personne qui avait le même problème que la cliente, la situation dans laquelle elle était, qui est une situation difficile. Elle a trouvé la solution qu'il y avait, qui l'a emmenée jusqu'à une transformation, donc elle est sortie de ce problème-là, et aujourd'hui elle est heureuse, et il fait beau, il y a des enfants, et ainsi de suite. Okay. Donc, ça pour dire que le storytelling est quelque chose de très puissant que vous pouvez utiliser dans vos lettres pour raconter une histoire à une cliente. Il ne faut pas que ça fasse 50 pages, on s'entend, pour que ce soit relativement court. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on veut… Le client a besoin de voir, la personne qui achète en tout cas a besoin de voir la transformation qu'elle va avoir avec vous, le dénouement qu'il va avoir avec vous si elle fait affaire avec vous, parce que c'est ça que les gens recherchent. Est-ce que son dénouement, c'est de vendre la maison à rabais, ou est-ce que son dénouement, c'est de rester dans sa maison? Et dépendant du chemin qu'on va prendre, on va avoir des résultats différents. Je parlais avec un prospecteur cette semaine qui me disait qu'il envoyait des lettres et il me disait voici les résultats que j'ai souvent. Il me dit j'envoie des lettres et souvent, oui, j'ai des gens qui veulent vendre la maison à rabais,
mais la maison est dans un état de, excusez-moi du terme, de bordel tellement intense que des fois, c'est je ne sais même pas comment je vais faire un deal avec ça, parce qu'il faut que j'amasse la maison, que je la nettoie, que je prenne une personne de la construction pour faire les travaux, la mise en marché, et ainsi de suite. Et donc, en discutant avec lui, je lui dis, c'est quoi comme lettre que tu envoies? Donc, la personne faisait plutôt l'envoi de masse, beaucoup de lettres sur des avis de 60 jours, et il proposait d'acheter la maison. Donc, après, il avait sa stratégie pour acheter la maison à rabais. Je ne remets pas en cause ce qu'il fait, là, chacun fait ce qu'il veut. Mais dans l'absolu, je lui ai dit, mais à ton avis, pourquoi tu attires toujours les mêmes? Et à votre avis, pourquoi? Je sais qu'il y a une idée là-dessus. À chaque fois que quelqu'un veut vendre sa maison, on tombe sur une maison qui est en bordel et il faut faire beaucoup de travaux pour pouvoir la mettre en marché et pouvoir la vendre à profit. À votre avis, pourquoi il y a ça qui se passe? Il reçoit toujours la même réponse. Moi, j'en ai pas de ça. Je peux-tu répondre? Ouais, tu peux répondre. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. OK, d'accord. Mais à votre avis, pourquoi il envoie plein de lettres? À chaque fois, c'est des maisons en bordel qui arrivent dans ses mains. Est-ce que ça soit parce qu'il attire des gens qui n'ont plus d'intérêt envers leur maison, quelqu'un qui veut vraiment la garder, qui aime d'amour sa maison, va vouloir espérer une solution où elle maintient sa maison. Si c'est quelqu'un que la maison est délabrée, qui s'en fout, c'est comme, c'est une dombe de toute façon, vas-y, elle jette la maison, moi je m'en vais. C'est excellent, Valérie. J'ai même envie de dire que tu as vendu mon punch, là, mais c'est c'est excellent. En vrai, c'est ça, Valérie, tu l'as vraiment bien résumé. C'est que si on se met dans la tête d'un client, imaginez-vous avoir ce problème-là, un problème d'habitude sur son cours, je ne vous le souhaite pas encore une fois, mais votre maison est propre, elle est belle, il y a une belle équité dessus. C'est quoi les raisons logiques qui va faire que vous allez la vendre à un prospecteur à rabais? Qu'est-ce qui ferait que vous allez vendre votre maison à rabais si demain, je ne vous le souhaite pas encore une fois, vous avez un avis de 60 jours à cause d'un problème de vie et vous cherchez des solutions? Pourquoi vous la vendrez à rabais à un prospecteur? Pourquoi ils ne la laisseront pas à la banque? Pourquoi ne laisseront pas à la banque, par exemple? Mais Majeur, un français, le toit coule, il y a des fourmis charpentières, je ne sais pas, ils ont des problèmes, ils veulent s'en départir. C'est ça. Donc, trop pour eux de la garder. Absolument. Soit tu as une maison qui n'est pas du tout entretenue et tu l'as laissée aller et tu dis que c'est tellement de troubles que même si je la garde, je vais avoir des problèmes avec. Donc là, ça veut dire que toi, en tant que prospecteur, tu achètes son trouble. On s'entend? D'accord? Il peut y avoir un autre cas de figure où il va devoir la vendre en urgence. À votre avis, c'est laquelle? Je connais la réponse, tu me l'as dit tout à l'heure. Oui, je sais, mais tu n'as pas le droit de le dire. C'est si la banque vient la prendre là, s'il faut qu'il sorte. C'est ça. Ça veut dire que, ouais, c'est ça. Ça veut dire que dans le processus d'un avis de 60 jours, en général, tu es en défaut de paiement. Donc, tu ne payes pas déjà pendant au moins 30 jours. La banque enregistre un avis. Donc, il se passe 60 jours. À l'issue de cet avis-là, la banque fait une requête d'instance, introductive d'instance. Et là, on attend la date du juge. Mais si le client a une date du juge dans les mains et qu'il n'a pas de promesse d'achat acceptée, condition levée, là, il va se faire ramasser. Il va se faire saisir sa maison. Donc, c'est vraiment une des dernières étapes. Mais en général, si nous, on est passé avant, là, il ne va pas la vendre, sa maison. Okay, on va l'aider à sauver sa maison, si bien entendu, à l'équité, tous les critères qu'il y a dessus. Donc, tout ça pour dire, c'est que pour revenir à mon histoire initiale de mon prospecteur qui disait je me ramasse que des poubelles quand j'envoie des lettres, mais c'est parce que le ciblage, ceux qui sont concernés par les lettres, c'est que des clients qui sont dans cette situation-là. Et donc après, la question, c'est de se poser, c'est dans ta prospection, est-ce que c'est ça que tu cherches ou est-ce que tu cherches autre chose qui va être peut-être qui va être différent à travailler comme dossier? Jacques, est-ce que tu veux complémenter ce que j'ai dit? Oui, en fait, quand on arrive à la fin comme ça, des fois, il y a des maisons qui sont en mauvais état. Des fois, c'est de la négligence d'entretien, mais des fois, c'est aussi tout le stress qu'on a. Tout ce stress-là, ça peut vous emmener dans un état que vous êtes tétanisé et que vous n'êtes plus capable de rien faire. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de stress-là. Moi, je l'ai déjà vécu à un moment dans ma vie. Puis là, on est comme plus capable de rien faire, on n'est plus capable de réfléchir, puis tout commence à nous glisser sous les pieds.
Puis là, en plus, ben, on ne comprend pas tout le temps le milieu bancaire, on ne comprend pas tout le temps le crédit, les financements, on ne comprend pas tout ça. Que là, on arrive dans une grosse machine qu'on est pris au dépourvu. Puis là, ben, ça peut nous emmener dans toute cette cascade d'événements-là. Évidemment, moi, je ne cherche pas vraiment ces clients-là parce que ce n'est pas la meilleure qualité de client qu'on peut trouver. Par contre, ça peut être bon pour vous si vous voulez acheter des propriétés à rabais et les revendre, avec tout ce que ça comporte comme travail après. Mais moi, j'ai choisi comme stratégie de posséder ou du moins de faire des transactions sur des maisons où je n'aurai pas beaucoup de temps ou de travail à faire. Donc, le plus tôt que j'arrive à rejoindre mes clients, le mieux que c'est. Puis avec une lettre pour les sortir de cette situation-là avant que l'engrenage pogne et que ça devienne très difficile. Alors, je préfère chercher des clients qui commencent à avoir des défauts de paiement que ceux qui sont rendus très loin, très avancés dans le processus. Puis dites-vous que dans tout ce processus-là, ben, il y en a qui vont en sortir plus tôt parce qu'ils vont trouver des solutions puis ça ne se rendra pas à la fin. Puis c'est les plus belles propriétés d'habitude au départ qui partent. Si c'est ce genre de propriété-là que vous voulez, il faut les cibler au départ. Ou sinon, ben, les cibler à la fin. Puis ben, si vous voulez faire de la rénovation et tout, ben, c'est parfait. Vous avez le bon segment ici. Mais dépendant du segment que vous cherchez, vous allez cibler vos clients, écrire les lettres appropriées, puis obtenir des rendez-vous. Maintenant, quand vous obtenez votre rendez-vous, ben, ça se peut que vous, dans votre tête, dans votre intérêt, c'est de trouver des maisons, de les acheter, de les flipper avec ou sans rénovation, puis de les revendre. Ça se peut que vous vouliez faire ça. Que dans tout le lot de personnes que vous allez rencontrer, vous allez en rencontrer une partie que ça va se terminer comme ça. Mais il y a d'autres gens qui ont beaucoup d'équité sur la maison. Là, avec toutes les augmentations de prix de maison depuis les 2 dernières années, ben, il est possible que les gens, ben, ils voudraient se donner du temps pour avoir plus de temps pour vendre leur propriété, ou ils pourraient vouloir consolider leur dette, refaire leur crédit, puis de retourner à la banque plus tard. Dans ce cas de figure-là, où les gens ils veulent rester chez eux, nous, on leur offre 2 solutions. Soit la première, soit qu'on fasse un prêt privé, qui coûte assez cher et qui demande des gros paiements, parce que normalement, ça doit être du court terme. Ou encore, on va leur offrir de racheter leur propriété, de leur louer et de leur revendre plus tard quand le crédit va être bâti. Alors, à ce moment-là, c'est prêt privé. Cette première solution, c'est prêt privé. Deuxième, c'est location-achat ou achat-rachat. Puis la troisième, ça va être de vendre la propriété. Soit ils la vendent avec un plan pour sortir, la vendre le plus cher possible, ou avec un plan où ils vont. Là, c'est vous qui allez acheter la maison parce qu'il n'y a vraiment pas d'autre solution. Si c'est ça votre intention, vous pouvez commencer quand même par la première étape de leur aider à rester dans la maison, de les conseiller, de les prendre en charge, puis de les amener graduellement vers la meilleure solution qui va être la meilleure solution pour eux finalement. Et puis, dites-vous que plus vous amenez des solutions intéressantes pour vos clients, plus ils vont être disposés à vous payer. Vous allez toujours être payé au bout du compte. Tant qu'à aller voir un client, avoir un rendez-vous, puis avoir l'intention d'acheter la propriété pour la flipper, puis que le client ne veut pas, ben, autant avoir d'autres outils ou d'autres outils dans votre coffre à outils où vous allez encore gagner de l'argent, mais sans l'acheter. Au moins, vous allez quand même pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires en faisant cette stratégie-là. Le mindset qu'il faut avoir, Jacques, j'aimerais juste complémenter là-dessus, c'est le mindset qu'il faut avoir, c'est de dire, OK, je fais de la prospection, OK, je vais faire des transactions immobilières, mais si je veux séduire mon client et qu'il achète mon offre, bah, il faut que je sache c'est quoi qu'il veut le client. Oui. Donc, la meilleure chose, la meilleure approche que vous puissiez avoir, c'est en gros, sur le client, c'est quoi que vous voulez? C'est quoi l'idéal pour vous? C'est quoi le best? Ben, je veux garder ma maison, ben, je vais t'aider à garder ma maison. Je veux vendre ma maison, ben, je vais t'aider à vendre la maison. Mais l'idée, c'est d'aller toujours, si vous allez toujours dans le désir du client, ben là, il va être plus à même de vous écouter que si vous essayez de le convaincre dans quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Donc, si on revient à notre objectif initial, hein, qui est l'envoyer d'une lettre pour le but d'avoir une rencontre, ben, l'idée, s'il y a vraiment quelque chose de retenir de cette présentation de ce midi, c'est qu'il faut toujours aller dans le désir du client. Si vous allez dans le désir du client, vous allez vous distinguer de la compétition. Si vous commencez à parler de vous, bah, le client, excusez-moi du terme, comme je vais le dire, mais il s'en fout de votre vie. Okay? Ce qui l'intéresse à lui, c'est son problème à lui, le problème qu'il a lui. Donc, vous devez parler de votre client et vous devez aller dans son désir à lui.
ou peut-être raconter des histoires que vous avez réalisées, ou que moi, en faisant apparaître la transformation qu'a eu le client en travaillant avec vous. Le client avait un problème, il avait un investissement de jour, en travaillant avec Jean, blablabla, il est arrivé à racheter sa maison, garder sa maison, rester dans sa maison. Okay, c'est ça qui est important. Si vous avez une approche comme celle-ci, eh ben, vous allez augmenter considérablement le taux de rendez-vous que vous allez avoir parce qu'au final, les gens vont vouloir vous écouter parce que vous y allez avec une intention de les aider. Des fois, ce n'est pas possible de les aider. Des fois, ça arrive chez nous, on essaie de tout faire, puis on leur dit, écoute, on ne peut pas t'aider. Maintenant, il faut que tu vendes ta maison. Okay, mais quand on est passé par cette étape-là, de vouloir l'aider, d'analyser le dossier, d'avoir tout fait pour lui montrer par A plus B que le prêt privé, ça ne marche pas, la charge, ça ne marche pas pour X raisons, et on lui démontre que ce n'est pas possible, et qu'on lui dit maintenant, il faut que tu vendes ta maison, ben là, il va être plus à même à nous écouter. Parce qu'on a déjà fait un travail au préalable de découverte, on a déjà eu des échanges, des conversations, on a recueilli des documents, on connaît beaucoup d'informations sur notre client. Donc, il y a déjà eu une relation de confiance qui a été bâtie. OK? D'ailleurs, je vois Jean à l'écran, mais tu vois, Jean, avec sa lettre, avec le contact qu'il a eu, ben, ça a été plus facile d'établir une relation que s'il les avait appelés, la cliente peut lui dire ben, tu as 3 immeubles, je vais t'acheter tes 3 immeubles. D'ailleurs, la cliente a été très collaborative au passage, parce que moi, je vais parler d'ailleurs de cette cliente avec Jean, là, on a eu une rencontre ensemble. Là. Je m'en souviens, elle était en larmes parce qu'elle ne savait pas quoi faire. Puis on est vraiment là pour l'aider à garder. Mais elle était très collaborative. On a capté son attention. Pourquoi? Parce qu'on est dans son désir et puis on cherchait des solutions. Je m'en souviens la rencontre qu'on a eue, Jean, là, avec la cliente. De bâtir, parce qu'il y avait des nouveaux éléments au dossier qui étaient arrivés entre-temps. Là, une des maisons qui était en train de perdre, la cliente était supposément être vendue et finalement l'offre est tombée. Donc, on a dû reconsidérer la solution qu'on devait faire avec cette cliente-là. Mais on était vraiment en conversation, on était vraiment en collaboration avec la cliente, dont on travaillait tous dans un intérêt commun pour qu'elle puisse garder sa maison. Et donc là, il peut y avoir n'importe quelle compétition qui rentre entre-temps. Il n'y a personne qui va vous prendre le lead, entre guillemets, parce que vous êtes dans une situation où vous aidez la personne à atteindre le dénouement qu'elle veut avoir. Est-ce qu'on a, on arrive presque à la moitié du temps, là, on va finir vers 1 heure, Jacques. Est-ce qu'on a dans cette partie, est-ce qu'on a déjà des questions par rapport à tout ce qu'on a dit? On a dit pas mal de choses depuis le début, mais est-ce qu'on a des questions? Tu avais levé la main tout à l'heure, je ne sais pas si elle voulait dire quelque chose. Oui, France. C'était pour complémenter une réponse, mais tout a été dit, donc merci beaucoup. Bon, excellent, France. Excellent. Est-ce qu'on a des questions sur cette première partie, si on peut l'appeler ainsi? Sur ce qui a été dit, est-ce que ça correspond à ce que vous attendez? Est-ce que certains d'entre vous pensaient avoir une lettre, une recette magique aujourd'hui pour inciter les clients à vendre les maisons à rabais? Ou est-ce que, est-ce que ça correspond? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit depuis le départ? Je pourrais peut-être en faire moi, j'en ai un. Oui, Stéphane. Oui, tantôt, tu as dit qu'on fait une lettre pour expliquer le problème à la personne, pour essayer de tirer sur l'attention. Mais au début de la lettre, on peut quand même dire, bon, moi, je suis Stéphane Beausoleil, je suis consultant immobilier, je suis là pour vous aider dans votre problème. Moi, personnellement, je n'écris pas de lettre en parlant de moi. Première chose. Je vais te demander de fermer ton micro s'il y a tout un bac. Ça résonne, en fait. C'est ça, tu le rallumeras quand tu voudras parler. Excuse-moi, Stéphane. En fait, dans les lettres, moi, je ne parle pas de moi. Comme Jean il a écrit sa lettre, il n'a pas parlé de lui. Déjà, moi, si je reçois une lettre, j'en ai reçu une à matin, puis là, la personne, elle ne parle que d'elle, puis elle ne me parle pas de mon problème. Là, je prends la lettre, je la jette. En fait, si votre lettre est super captivante, ils vont la lire jusqu'à la fin, puis à la fin, ben, il va y avoir ton nom, ton numéro de téléphone, ton adresse de courriel, un lien vers ton site Internet, tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent communiquer avec toi. Là, ils vont t'appeler. Souvent, ils cherchent tellement des solutions qui répondent à leurs besoins qu'ils vont être tellement contents de t'appeler parce qu'ils n'en trouvent pas. Ils trouvent juste des gens. Tout ce qu'ils voient, c'est des requins qui veulent acheter leur maison. Fait que là, toi, tu arrives avec quelque chose de frais, tu arrives comme un dauphin, là, tu dis, moi, je viens te sauver, puis je vais t'aider à trouver une solution, je vais te prendre en charge, puis je vais trouver la meilleure solution
qui va faire que tu vas rester dans ta maison pour le moins cher possible. Bon, c'est ce qu'a fait Jean. Il a dit, ben, voilà ta situation qui t'arrive, c'est pour ça que je t'écris. Tu ne dois pas être de bonne humeur parce que c'est pas le fun de recevoir ça. Puis après ça, ben, je te raconte l'histoire de Nathalie qui est arrivée la même affaire que toi, puis il est arrivé ça, puis même elle était capable de se financer sa voiture parce qu'elle avait un mauvais crédit. Puis là, tout a déboulé jusqu'à ce qu'elle m'appelle, que je lui trouve une solution, puis qu'elle puisse rester dans sa maison. Si ça t'intéresse, appelle-moi. C'est tout. Tu n'as pas parlé de toi, là. Mais là, par contre, la personne est super intéressée parce qu'elle dit, enfin, quelqu'un qui m'appelle, qui ne parle pas de lui, mais qui veut régler mon problème. J'aimerais juste compléter ce que tu as dit, Jacques, parce que c'est très bon. Et pour répondre à ta question, Stéphane, est-ce que ça t'est déjà arrivé, Stéphane, d'avoir une lettre où tu as ouvert la lettre, tu as lu le début et tu l'as jetée? Tu ne l'as même pas lu jusqu'à la fin. Ou du moins, est-ce qu'il y a déjà un post Facebook, hein, parce que le post Facebook, on en reçoit plus souvent. Tu ouvres le post Facebook, tu lis trois premières lignes, ça ne t'intéresse pas, tu passes à autre chose. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, ça arrive régulièrement. Ça arrive régulièrement. Ça arrive régulièrement. Ouais. À ton avis, pourquoi? Soit que ça ne m'intéresse pas ou c'est de la publicité que je reçois trop souvent, puis ça dit toujours la même chose. C'est ça, très bon. Exactement, tu as tout résumé. En fait, ce qui se passe, c'est que ton attention n'a pas été captée dès le départ. Comme l'intention n'a pas été captée dès le départ, tu vas voir des lettres basiques. Bonjour, je m'appelle, blablabla. Comme 30 millions de compétiteurs ont écrit comme toi. Et qu'est-ce qui se passe quand on voit une phrase qu'on a déjà vue ailleurs qui semblait être une publicité? Dans notre subconscient, ça me dit « Oh, encore une pub !» D'accord? Donc, on a ouvert, on a les trois premières lignes, à la poubelle, terminée. Donc, l'idée, c'est que le message d'entrée, les premiers mots, premières phrases, que ce soit d'ailleurs au passage, hein, par écrit, en vidéo, un post Facebook, ce que vous voulez, mais il faut que d'entrée de jeu, tu captes l'intention pour me donner le goût d'aller lire le reste. Parce qu'il faut savoir qu'en 2022, les gens ne lisent plus. La plupart des gens, ils ne lisent plus. C'est-à-dire qu'ils préfèrent voir une vidéo plutôt que lire une lettre ou plutôt lire un livre. C'est une réalité, c'est comme ça. Ça veut dire que votre message, d'entrée de jeu, doit capter l'attention pour que ça me donne le goût, moi, d'aller lire le reste. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer la lettre et je vais la mettre à la poubelle. Donc, pour répondre à tes questions tantôt, pardon, Stéphane, c'est que ce n'est pas important que tu te présentes au début, comme l'a dit Jacques, tu peux mettre tes coordonnées à la fin, mais par contre, ce qui est super important, c'est que les premières phrases que tu vas employer, l'accroche de ta lettre doit être relativement puissante pour que ça capte mon attention, ça me donne le goût de lire la suite. Et comme à l'intérieur, je vais lire une histoire avec un dénouement et ainsi de suite, tout ce qu'on s'est dit depuis tantôt, je vais avoir le goût à la fin de prendre mon téléphone et t'appeler parce que c'est ça le but d'envoyer une lettre. C'est que moi, en tant que client, je prenne mon téléphone, je compose ton numéro et je t'appelle pour en savoir plus sur tes services. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Excellent. Oui, Raphaël, ce matin, j'ai reçu un courriel. Un courriel, c'est la même chose qu'une lettre en passant. J'ai reçu un courriel ce matin. On m'a fait une offre de service, j'ai lu votre machin, votre entreprise, puis là, ils me commencent à m'expliquer tout ce qu'ils font, là. Mais ils me parlent juste d'eux. Moi, je ne me reconnais pas là-dedans, puis je ne vois pas quel problème ils vont résoudre chez moi. Ben, j'ai mis le courriel dans les spams, puis ils ne pourront plus jamais m'écrire. Vous comprenez? Mais peut-être que leur solution est extraordinaire, peut-être que ça va être bon pour moi, mais je ne l'ai pas fait parce que ça ne me collait pas, ça ne me ressemblait pas, là. Que je l'ai jeté. Je reçois tellement de publicité que je suis très sélectif dans celle que je vais lire. Absolument. C'est la même chose qu'il y a un avis 60 jours qui est déposé. Dites-vous qu'il y a de la publicité comme vous allez faire, là, parce qu'une lettre, ça reste quand même de la publicité, ben, il va en avoir des dizaines. Puis plus la propriété elle va être intéressante, le ratio prix-valeur, comme on trouve dans les logiciels ou dans un secteur où il y a beaucoup de compétition, ben, il va y avoir beaucoup de lettres. Oui. Et puis là, la vôtre va être parmi toutes celles-là. Alors, Valérie, c'est bien, elle va cogner à la porte. Elle passe en avant de tout le monde, mais si vous voulez envoyer des lettres, ben, il faut que votre lettre elle passe avant celle des autres. Il faut qu'elle capte l'attention, qu'elle soit originale dans l'écrit, qu'elle ne ressemble pas à une publicité, que les deux premiers paragraphes, là, ben, ils soient intéressants pour lire tout le reste, puis à la fin, un call to action pour qu'on vous appelle. Sinon, votre lettre elle a besoin d'être faite complètement. J'ai vu quelqu'un il y a 2 semaines, m'a montré sa lettre. Ça dit au début, j'achète des propriétaires à rabais.
Puis à la fin, il écrit si tu n'en as pas besoin, ben, tu peux donner la lettre à quelqu'un d'autre. Je dis mais qui va donner la lettre à quelqu'un d'autre? Puis qui va lire jusqu'à la fin quand au début, tu n'as pas envie d'appeler? Vous comprenez? Que moi, j'ai lu une lettre qui me disait juste ben moi, j'achète ta maison en rabais, je l'ai jetée. Il y a juste besoin qu'il y ait un autre qui me dise moi, je te l'achète plus cher, je vais te l'acheter la valeur marchande, mais je vais appeler celui-là, par exemple. Alors, j'ai une petite question pour toi et je pense que ça peut servir un petit peu à tout le monde. Tu nous as donné l'exemple ce matin justement d'un courriel que tu as reçu et que justement, tu as mis à la poubelle parce qu'au final, ça ne t'a pas accroché. Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'elle écrive la personne pour t'accrocher? Ben, il aurait fallu qu'elle écrive qu'elle va faire augmenter mon chiffre d'affaires ou qu'elle va résoudre un problème que j'ai actuellement. Pas de me dire qu'elle a des CRM, puis qu'ils sont bons, puis que leurs clients ils font plus d'argent, puis tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Là. Tout le monde me dit la même affaire. Qu'elle ne se démarquait pas vraiment. Peut-être que c'est les meilleurs du marché, je ne sais pas, mais en termes de marketing puis d'approche, je ne leur fais déjà pas confiance parce que ça ne m'a pas attiré moi. T'sais. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que tu aurais aimé que l'approche soit un petit peu plus personnalisée. Oui. Et qu'elle mette d'entrée de jeu dans le début de la lettre, ou du moins le début du courriel que tu as reçu, en perspective les problèmes que tu as et la solution qu'elle peut te donner en te donnant le goût d'aller lire le reste. Oui, ou l'exemple d'un autre client qui peut être similaire à moi, puis comment ils ont réglé le problème. Puis, c'est ça que je veux entendre. Ça va m'intéresser. Ça, je vais être attentif. Mais avec toutes les choses que je reçois chaque jour, ben, il faut que j'en discarte beaucoup. Oui. Très bon point. Excellent. Et puis, ben, vous, là, c'est de faire une lettre, prendre une enveloppe, mettre une feuille dedans, écrire dedans, mettre un thème. Ben, il n'y a plus besoin d'élécher maintenant. Vous en avez qui sont autocollants. Au moins, vous épargnez de la colle de baveux, comme disait mon père. Puis là, il faut prendre ça, aller mettre ça à la boîte aux lettres, puis espérer qu'on l'ouvre et qu'on vous appelle. Que c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'énergie. Mais si vous voulez augmenter votre taux de réponse, parce que c'est là que vous allez faire de l'argent, si vous en envoyez 100, vous avez une réponse, c'est une. Mais si vous le multipliez par 5, c'est 5 fois plus. Ben, vous allez avoir beaucoup plus de résultats, tout simplement en attirant l'attention, en donnant un message personnalisé, puis que les gens aient le goût de vous appeler. C'est tout ce que votre lettre doit contenir. Maintenant, comment on la fait, cette lettre-là? Tu sais comment la faire, toi, Raphaël? Ah oui, moi je sais. Tu sais comment la faire? Qu'est-ce qu'on va vous proposer bientôt? C'est des ateliers. On va passer un samedi matin au complet. On va regarder comment construire une lettre. On va vous donner des exemples. On va vous aider à construire votre première lettre. Comme ça, ben, vous allez être en mesure d'avoir des meilleurs résultats. L'idée, c'est d'obtenir à la fin un rendez-vous de cuisine, soit à la table de cuisine. Là, avant, je disais à la table de cuisine. Maintenant, ça peut être aussi un rendez-vous Zoom. Alors, les deux fonctionnent très bien. En plus, on rejoint les gens quand ils sont disponibles, puis on a des bien meilleurs rendements comme ça. C'est très rare que quand on ne fait pas un client, nous, c'est parce qu'on le refuse. Généralement, quand ils prennent le téléphone et nous appellent, c'est extrêmement rare qu'on n'a pas de client. C'est extrêmement rare qu'on ne close pas. Ben, c'est nous qui le refusons, en fait. En fait, c'est nous qui le refusons si ça ne marche pas. Exactement. Mais c'est très, très rare que. On a eu déjà le cas d'ailleurs avec la France qui est ici, là, qui a eu des. En fait, on n'a pas capté, c'est eux qui sont venus vers nous, c'est des clients qui étaient chez des prêteurs concurrents. Je ne suis pas en train de dire qu'ils font mal leur job, là. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ils sont venus chez nous parce qu'en fait, on les aidait au dénouement final. Il faut savoir que le client avait un prêt. Il avait un prêt, sauf qu'il ne s'en sortait pas dans cette situation-là. Et toujours pareil, quand on est dans le désir du client de l'aider à régler une situation, ben, il aura le goût de venir travailler avec vous. Good. Bon, ben, super. Est-ce qu'on a encore des questions? Il est moins quart, il nous reste encore un petit peu de temps. Est-ce qu'on a des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Moi, je pourrais poser une question à Jean. Jean, là, toi qui as suivi nos ateliers et nos formations sur comment écrire des lettres, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui était le plus fort dans tout ce que tu as appris? Là? Ben, moi, c'était surtout l'histoire. C'est ça que j'avais retenu. C'était de trouver l'histoire où le client, on résolvait son problème. C'est-à-dire qu'il fallait peser un petit peu sur le problème et montrer que, oui, on connaissait son problème et puis qu'on avait des solutions
Et puis finalement, je me suis présenté à la fin avec une équipe extraordinaire qui pouvait aider mon client. Et puis, je lui disais tout simplement, si tu es dans la même situation et que tu veux t'en sortir, ben appelle-moi, je suis là pour t'aider. Exact. Fait que là, ça a bien fonctionné parce que tu avais une solution à la fin, puis les gens t'appellent. Donc, c'est ça que tu veux. C'est pas qu'on met ta lettre sur le côté. Puis, tu as aussi, comment je pourrais dire, la façon de le monter, c'est-à-dire que tu finis avec le call to action où il y a tes coordonnées. Et puis, au début, ben, on amène le client à prendre conscience qu'il y a un problème. On a des solutions pour l'aider, puis avec un exemple. Et puis, qu'on est là pour l'aider, tout simplement. Oui, puis en plus, ta lettre, ce qu'il y avait de fort, c'est qu'il voyait qu'il n'était pas tout seul. Là, moi, quelqu'un m'appelle et il me dit, moi, je vais te référer à quelqu'un qui connaît ta situation et qui va être capable de trouver une solution. Mais moi, je l'écoute. Je vais accepter d'être pris en charge pour arriver à cette solution-là. C'est ce que tu as fait avec ta lettre. Déjà, tu as déjà introduit de la confiance. Là. Déjà, avec la lettre, tu as introduit de la confiance. Puis quand ta cliente t'a appelé, elle devait être, même si elle était un petit peu énervée, là, je la connais, ta cliente, j'ai parlé moi aussi. Mais la confiance était là. Ça n'a pas commencé dans une relation de non-confiance. Ben, je pense que dans l'état où elle était, ça avait commencé dans une situation de non-confiance. On n'aurait pas pu poursuivre. Exactement. Ouais, c'est bien dit. Que la lettre a tout fait. La lettre a ouvert la porte, la lettre a donné la confiance, puis la lettre t'a permis de continuer après. C'est tout ce qu'on attend de la lettre. Ça ne sert à rien d'autre, la lettre. Prendre un rendez-vous, s'asseoir à table, puis après ça, pouvoir discuter avec les clients. C'est tout simplement, c'est simple comme ça, écrire une lettre. C'est plus compliqué que ça en arrière. Il faut vraiment bien la faire, qu'elle soit personnalisée, qu'elle atteigne au cœur les gens dans leurs problèmes et qu'on leur trouve, que vous leur démontrez que vous êtes la bonne personne qui a la solution. Absolument. Je vais vous donner un exemple. Là. Vous allez dans un magasin, il y a des filles ici, là, surtout les filles, ça vous arrive un petit peu plus. Vous rentrez dans un magasin de chaussures et le vendeur vous saute dessus, puis il veut vous vendre des chaussures. Ben, si le vendeur il commence à vous demander si c'est pour une soirée, un mariage, machin, il commence à s'intéresser à votre histoire, puis qu'il écoute votre histoire, vous allez à peu près acheter n'importe quelle chaussure qu'il va vous vendre. Mais s'il rentre et il veut vous vendre des chaussures à coûte que coûte, puis sans vraiment vous écouter, ben, vous allez peut-être partir. C'est vraiment cette approche-là de service conseil qu'il faut faire, et non pas de service que je dirais, on fait le requin, puis on montre qu'on veut acheter ou prendre la maison puis l'acheter pas cher. Là, ça, on n'a pas beaucoup d'écoute de ce temps. En fait, il faut, très bon point, Jacques, pour le résumer en 2 mots, je dirais, il faut aller dans le désir du client et pas dans son désir à soi. Puis même plus d'aller dans le besoin, encore plus que le désir. Ça se peut que le désir, on ne soit pas capable de trouver une solution, mais au moins répondre à son besoin. C'est minimum. Absolument. Cool. Good. Bon. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on conclue? Parce qu'il est bientôt 13 h, on va finir à l'heure. Juste prendre votre heure de midi, puis c'est tout. Oui, j'ai quelques questions, moi, Jacques. J'aimerais savoir, vous, personnellement, qui avez de l'expérience, quand vous allez voir des gens, vous envoyez des lettres, votre pourcentage de closing par rapport aux personnes que vous rencontrez, vous l'évaluez à peu près à combien? Ben, les personnes, quand j'y vais, là, c'est presque tout le temps 100%. Là. Quand j'y vais, que j'ai un rendez-vous, j'ai déjà eu souvent un appel téléphonique. Là. Mais pas une fois que le rendez-vous est pris. Là, je parle à la base. À l'envoi de lettres ou quand vous frappez à la porte, là, peu importe la façon dont vous recrutez, que ce soit par email, lettre ou porte, moi, c'est ça qui m'intéresse, le pourcentage qu'il va y avoir un deuxième rendez-vous après. Parce que je comprends que le deuxième... En fait, je vais être bien franc avec toi. Les lettres, je ne les envoie pas par courrier. Okay? Première des choses. Ce que je fais, c'est que j'écris des textes, puis je pourrais vous en envoyer un tout à l'heure. J'écris un texte, puis ce texte-là, c'est une histoire de quelqu'un. Puis quand les gens ils se reconnaissent, ben, ils me remplissent un formulaire puis ils prennent un rendez-vous avec moi. C'est la même approche, en fait, c'est la même chose. J'explique un problème dur, puis j'explique après ça comment on a résolu ce problème-là, puis là, les gens ils m'appellent.
Quand Puis, ils dans le fond- m'appellent, ils ne m'appellent pas quand ils ont eu leur avis de 60 jours, ils m'appellent avant l'avis de 60 jours. Effectivement, ça, je comprends. Quand on appelle après l'avis de 60 jours, là, il y a vraiment beaucoup de compétition et c'est beaucoup difficile de se démarquer. Avec ma stratégie, c'est que ça me permet juste d'atteindre les clients avant que ça passe dans la moulinette et qu'il y ait beaucoup de compétition. Puis c'est plus facile à résoudre pour moi le problème parce qu'on est déjà moins avancé dans le processus. On a plus de temps. Le dossier de crédit est moins amoché. Et puis j'ai les plus belles maisons au départ. Exact, ça, je comprends bien. Fait que donc, quand tu écris cette histoire-là, combien de personnes sur 10 histoires que tu envoies t'appellent puis remplissent ton formulaire? Je ne peux pas te dire combien c'est le taux de résultat parce que c'est plus de la publicité que je vais faire sur Internet, sur Facebook particulièrement. Fait que là, je vais publier quelque chose puis je vais avoir un résultat avec ça. Puis il y a quand même des très bons résultats avec ça. C'est plusieurs rendez-vous qu'on a chaque semaine. J'aimerais complémenter la réponse pour Valérie. Ce que Jacques fait aussi beaucoup, c'est qu'il fait beaucoup de tests. C'est-à-dire que lorsque tu fais des envois de lettres ou des envois dépendant du média que tu vas choisir, il faut faire des tests parce qu'au final, tu as des modèles qui vont plus marcher que d'autres, tu as des approches qui vont plus marcher que d'autres, et c'est ça qui va te donner en fait lequel tu dois pousser le plus pour avoir le résultat que tu veux. Je comprends. Puis, dans le fond, est-ce que vous aviez une liste de clients que vous ciblez avant la compétition, donc avant l'avis de 60 jours, par vos vérifications sur le registre foncier, puis par est-ce qu'il y a des prêteurs privés, est-ce qu'il y a plusieurs hypothèques d'enregistrer, est-ce que, toutes ces techniques-là. Est-ce que vous avez beaucoup de gens sur cette liste-là? Comme exemple, moi, je dis, OK, je veux faire équipe avec vous, je veux que vous me dites, OK, voici tel client, essaie-toi. Moi, je vais cogner aux portes. Tu sais, on parle en termes de volume, dans la Montérégie, on parle de 1 ou 2 clients par semaine, on parle d'une liste de genre 50 personnes. Ça ressemble à quoi en termes de volume, cette liste-là de gens qu'on peut approcher? En fait, je te dirais que mon approche, ça serait plutôt celle-ci. C'est de dire quel type de client qu'on cherche, puis quel produit on a pour eux. Puis après ça, de les matcher ensemble. OK. Après ça, nous, on s'est développé un logiciel qui va chercher des informations sur le registre foncier puis qui nous permet d'analyser les données. Puis que là, on identifie les clients qui sont à potentiel élevé pour un produit particulier. Puis là, tu peux partir avec une liste. Comme là, on est en train d'en préparer une liste d'à peu près une centaine de clients qui ont tous des prêteurs privés puis qui sont juste dans la liste de Montréal. Après ça, dépendant des secteurs, on fait les recherches puis on trouve pas mal ce qu'on veut. Là. Il y a des informations cachées là, dans le registre foncier. Là. Effectivement. Donc, ça marche, là, je close quelqu'un. Est-ce que c'est moi qui achète la maison avec mon cash? C'est vous qui achetez? Moi, j'ai une cote. Comment ça marche, la répartition des coûts? Comment moi, je fais mon argent avec ça? En fait, tu as des rétributions là, pour chaque dossier qui sont référés. Nous, on te donne des listes. Tu travailles la liste, puis après ça, on va closer le client avec toi. Là. On t'aide à closer le client, trouver la meilleure solution. Puis, des fois, nos prospecteurs, ils achètent la propriété. Des fois, c'en est un autre. Puis, dépendant qui l'achète, vous êtes rétribué en fonction du travail que vous avez fait, puis du deal que vous avez trouvé. Fait que ça ressemble à la rétribution, c'est un pourcentage sur le montant de la propriété, exemple. Ça peut ressembler à quoi comme pourcentage? Oh là là, c'est une question compliquée parce que ça dépend du dossier, là, mais ça va aller d'un demi% jusqu'à 2%, ou des fois beaucoup plus. Ça dépend. Puis quand vous l'achetez, c'est encore mieux. Oui, effectivement. Je ne peux pas te répondre clairement, mais ça va être un demi%, c'est vraiment le minimum. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est d'avoir un rendez-vous de cuisine, puis qu'on va terminer après ça le dossier à votre place. On va prendre le relais, qu'on va aller jusqu'au closing. Après, en fait, Valérie, pour répondre à ta question, ça dépend du dénouement qu'on va avoir avec le client. Est-ce que ça va être un petit prêt privé qu'on va faire? Est-ce que ça va être un gros prêt privé? Est-ce qu'on va devoir subroger le premier rang parce qu'il y a X problèmes, on va devoir faire ça? Est-ce que c'est un achat-rachat? Est-ce que c'est la vente de la maison? Parce qu'en fait, au moment où on se parle, même si on a spoté des clients sur une liste, tant qu'on ne lui a pas parlé, qu'on n'a pas analysé le dossier, on ne peut pas donner de recommandations. On a pour habitude de dire avec Jacques, c'est ce qu'on dit beaucoup avec notre équipe de prospecteurs avec qui on travaille, c'est qu'on dit on est un peu comme des médecins ou comme des dentistes. Tu sais, quand tu vas chez le dentiste, en général, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient, il te fait une radio, et là, la radio, il te dit c'est ça qu'on va faire. Par contre, si tu allais voir un dentiste et qu'il te dit écoute, ce que je vais faire, ouvre la bouche, je vais arracher les dents, et puis quand tu n'as plus mal, je vais arrêter d'arracher, peut-être que tu n'auras plus le goût d'aller voir ce dentiste-là.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est un peu comme un dentiste. Là, tu sais, on va analyser le dossier, puis dépendant de ce qui va en ressortir de ce dossier-là, bah, il va avoir des solutions qui vont être proposées au client bah, pour toujours dans le but de l'aider à garder sa maison. Mais les prospecteurs qui travaillent à temps plein, ils gagnent très, très bien leur vie. Si c'est ça ta question, là, c'est vraiment très bien pour zéro investissement, pas besoin de cash, pas besoin de crédit, même pas besoin d'acheter, ni rien de tout ça. Quand on suit la méthode et qu'on l'applique bien, là, ça se passe très bien. Moi, je vous dis, suivez la méthode, puis quand vous allez avoir beaucoup de succès, puis vous voulez l'améliorer, améliorez-la, mais la méthode marche bien, donc ça ne sert à rien d'essayer de réinventer la roue. Et là, vous avez toute l'équipe, le support, l'argent, vous avez les acheteurs, les investisseurs. Nous, on a une cinquantaine d'investisseurs qui, quand on a des dossiers à vendre, on a toujours des acheteurs qui ont acheté plusieurs fois avec nous, qui sont habitués, donc la relation est établie et c'est beaucoup plus facile. Voilà. Et j'aimerais aussi répondre à une autre question de Valérie. Tu disais plus ou moins, c'est quoi le pourcentage lorsque tu tapes la porte des personnes qui ont venir travailler avec toi? Et je vais te dire, le marché, en fait, ce qu'il est, c'est qu'en général, quand tu vas taper 10 portes, tu tapes 10 portes, en général, tu en as 8 ou 9 qui veulent garder leur maison. Dans 80-90% des cas, ils veulent garder les maisons. Donc après, le défi que tu risques de rencontrer lorsque tu vas taper des portes, c'est la personne, elle n'est pas là, elle est absente, donc il va falloir que tu passes dans des tranches d'heures où il est là. Une personne qui a peur, donc elle va être dans la maison, elle va être là, mais elle ne va pas t'ouvrir la porte. Ça, c'est possible ici. Donc après, il y a d'autres approches pour laisser une trace de ton passage et l'inciter à taper derrière, comme une lettre ou le message que tu vas laisser derrière. Donc la réalité du marché, c'est que sur 10 avis que tu vas les prospecter, il y en a 9 qui vont vouloir rester chez eux. Donc c'est quand même un super pourcentage. Et ensuite, derrière ça, c'est dépendant si tu arrives à lui parler ou pas à la personne. Bah là, ça peut varier d'une personne à l'autre. Mais du moment où on va dire que tu as réussi le rendez-vous et que nous, on travaille sur le dossier, dans 99,9% des cas, on close le dossier. Si on ne le close pas, c'est qu'on le refuse. Et c'est très rare que le client refuse notre offre parce que dans l'absolu, on va vraiment dans son désir. Notre but à nous, c'est qu'il garde sa maison et que soit c'est un privé, soit c'est un achat-rachat, dépendant de ce qu'on fait. Mais notre but à nous, c'est qu'il s'en sorte. Donc, je sais pas si Jean a envoyé des lettres. Je pense qu'il y a un retour de supérieur à 10%, que c'est déjà pas mal. C'est beaucoup plus que quand on envoie des lettres normales, on a un résultat beaucoup plus petit. Oui? Quand vous travaillez le dossier, un coup que on a fait la première approche, je vous rappelle, est-ce qu'on peut le travailler avec vous en arrière-plan, juste voir comment ça se déroule avec vous, les solutions que vous offrez, puis… Il est évident que lorsque un prospecteur nous envoie un dossier, nous, on va le tenir informé de l'évolution du dossier. Parce que le dossier peut partir dans différents endroits. Soit on va pouvoir faire le dossier, puis là, c'est correct. On va dire, écoute, regarde, on va faire le dossier, et puis là, à ce moment-là, tu vas être rémunéré pour ce dossier-là. Soit le dossier, on va dire au client, écoute, on ne peut rien faire, il faut vendre la maison. Donc là, on va dire à toi, prospecteur, est-ce que tu veux te positionner? Est-ce qu'on va faire un achat-rachat? On va devoir acheter la maison pour lui louer et qu'il la rachète? On va t'informer aussi. Donc, oui, c'est super important qu'on ait la communication ensemble pour que tu sois au courant de ce qui se passe. Et ça peut arriver aussi des fois, lorsqu'on travaille un dossier, que le client pas te répondre plus parce qu'il ne veut plus te répondre. Vous savez, les clients sont débordés par les émotions des choses. Donc, des fois, on peut avoir l'intervention d'écoute. Ton client, on a essayé de l'appeler 2-3 fois, il ne répond pas. Essayez d'aller voir s'il n'y a pas un problème, qu'on puisse… ça arrive rarement, mais ça peut arriver des fois. Donc, oui, c'est important d'avoir la collaboration ensemble. Oui, on fait les dossiers ensemble, puis évidemment, vous allez voir au fur et à mesure qu'est-ce qui a été fait. Là. De toute façon, c'est la meilleure façon d'apprendre en faisant. Absolument. Puis les dossiers, des fois, ils sont tous différents, sont assez complexes. Alors, on a l'équipe, les avocats, les notaires, l'expérience qu'on a personnelle aussi qui va faire qu'on va être capable de faire des choses que d'autres ne sont pas capables de faire. Puis c'est là qu'on se distingue. Là. Plus le problème est difficile, plus c'est payant. Moins la compétition. Quand la personne veut rester dans sa maison, comment vous faites votre profit avec ça? Nous, à la base, on est prêteur privé. Puis on est spécialiste en achat-rachat. Donc ça, c'est principalement là qu'on fait notre argent. Puis quand c'est des dossiers là, de flip et tout ça, si toi tu veux l'acheter, c'est toi qui l'achètes. Sinon, on peut tenter de trouver, si le deal est bon, là, de trouver un investisseur qui va être prêt à l'acheter et qui va payer pour acheter sa promesse d'achat. Là, vous allez être encore payé. Ton profit, pour répondre à ta question, Simon, tu peux le faire de différentes façons, mais en général, un prêteur privé, il va faire son profit en facturant des frais de dossier et en ayant un pourcentage sur l'argent que tu prêtes. D'accord? C'est comme ça qu'il gagne son argent, un prêteur privé.
Donc, c'est comme ça que nous on le fait en général. Non, mais maintenant, il est 13h. Peut-être on peut prendre une dernière question, puis après ça, on va fermer le. Avec le temps passé. On va vous laisser retourner à votre travail. On a une dernière question? Ben, en fait, ma dernière question, c'est donc, si ça vire en flip, vous ne le prenez pas. Si ça vire en achat-rachat, vous ne le prenez pas. Vous prenez quand le client se qualifie à rester dans sa maison et que vous envisagez que ça va le faire. Donc, vous prenez les dossiers quand vous tombez prêteur privé. Ce qui est super important pour nous, Valérie, en tant que prêteur, c'est très, très, très important. C'est que moi, si j'embarque dans le dossier d'un client, si on embarque dans le dossier d'un client, il est important qu'il faut qu'on ait une lumière au bout du tunnel. Si je n'ai pas de lumière au bout du tunnel, je n'ai pas embarqué le dossier parce que, un, mon client va aller dans le mur, et deux, je vais aller dans le mur avec lui. Ben oui. Et de trois, c'est que ça ne me tente pas, moi, de ramasser une maison, le mettre dehors, avec tout ce que ça implique derrière, émotionnellement, juridiquement, tout ce qui est bazar. Donc, l'idée, c'est qu'on ne préfère pas prendre un dossier qui va aller dans une impasse. On préfère prendre un dossier où on est sûr d'avoir du résultat. Non, je comprends. Mais c'est parce que je voir aussi le gain d'une personne qui travaille pour vous, comme si, mettons, moi, je travaillais pour vous. Dans le fond, moi, je ne me ramasserai jamais avec mon équité que j'aurais à être prêteur privé parce que, dans le fond, vous, c'est un peu comme du prêt privé que vous faites en bout de ligne pour aider les gens à rester chez eux. Oui. Dans le fond, quand la personne se qualifie pour garder sa maison et qu'elle est cautionnable selon tous les critères de vos dossiers, vous prenez le dossier. Puis sinon, ben là, c'est une possibilité de flip et tout ça que moi, je peux avoir. Sinon, j'ai ma cote de 0,5. Fait que dans le fond, tu sais, moi, comme investisseur immobilier, j'essaie de voir c'est quoi mon gain, puis où je peux, tu sais. Ah, je te dirais, ton gain, c'est tu vas aller frapper à la porte. Si tu peux faire un flip, tu fais le flip. Si tu ne peux pas le faire, ben, soit tu t'en vas et tu ne gagnes pas d'argent, ou soit tu leur proposes de rester chez eux, puis tu peux passer le relais, puis tu gagnes de l'argent. Tu peux faire ça. Ça, c'est la façon ultra passive, là, tu fais juste le minimum. Mais si tu veux t'impliquer plus, prendre toute la liste des documents, puis tout faire le patatras, puis faire le suivi avec le client, ben ça, c'est une autre game. Ça, c'est un autre travail. C'est payé plus. Ça dépend toujours de l'implication que vous mettez. OK. Et après ça, ben, si votre client il veut vendre sa propriété, vous faites une promesse d'achat, puis vous voulez revendre la promesse d'achat, ben, ça peut se faire. Puis nous, on a même des acheteurs qui rachètent les promesses d'achat. Donc, ça peut être dans notre réseau aussi. Tout ce que ça fait, c'est que en travaillant avec nous, ben, tu as plus de solutions, tu as plus de support et tu as toute une équipe de juridique et tout ce qu'il faut autour pour faire les transactions. Puis tu as aussi une banque d'acheteurs. Tu as aussi une banque d'investisseurs. Il y a plein de solutions, Valérie, mais ça dépend. Pardon, excuse-moi, Jacques. Je vais dire, il y a plein de solutions, Valérie, ça dépend vraiment du cas de figure qu'on va avoir, mais il y a plein de possibilités de gagner de l'argent, dépendant aussi, toi, de ton profil d'investisseur, dépendant de ce que tu veux faire toi aussi. Exact, mais vous avez répondu, c'est très clair. Maintenant, je comprends bien là, comment. Le truc, c'est d'avoir le funnel le plus large possible, de sélectionner, puis après ça, ben, vous pouvez faire plus de choses. On a eu le cas de figure, Valérie, par exemple, on a eu un dossier qu'on a eu il n'y a pas longtemps, le prospecteur l'a trouvé, donc il nous a passé le relais, on l'a closé, et moi je lui dis au prospecteur, alors j'ai fait un prêt privé, est-ce que tu veux prêter dans ce prêt-là? C'est un super bon prêt, ça va durer 3 mois, c'est du facile là, tu vois, pour un débutant. Il m'a dit, ben ouais, j'aimerais bien, j'ai 100 000 pièces à prêter. C'était un prêt à 12%. Il a gagné non seulement sa rétribution, 12% sur 100 000 pièces. Ça commence à faire de l'argent là. Et là, c'est quand même relativement passif. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'a pas fait grand-chose, il a juste passé le relais, on a closé, tu vois. Donc, il y a, dépendant de la situation de chacun, ça c'est toujours pareil, est-ce qu'on a de l'argent, est-ce qu'on n'a pas d'argent, dépendant de où on est, est-ce qu'on se qualifie à la banque, est-ce qu'on ne se qualifie pas à la banque, il y a plein de critères de possibles, mais plus tu as des critères qui fonctionnent, plus tu vas avoir des possibilités, des choix en tant qu'investisseur immobilier, dans notre niche précise dont on est en train de parler tantôt. Je comprends. Parfait, merci. Excellent, super Valérie. Jacques, on arrive au bout du temps. Il reste une dernière question, on va la prendre, après on arrête là, si tu veux bien. On a Ibrahim qui a levé la main. Ah, Ibrahim, on ne t'entend pas. Si tu veux activer ton micro, je crois. Ou... Oui, Ibrahim. Non, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Toujours pas. Bon, bien. Bon. Ben, malheureusement, on ne t'entend pas. Alors, j'espère que vous avez passé une belle rencontre. On va préparer quelque chose pour le mois de novembre où on va faire des ateliers pour écrire des lettres.
Que ça va vraiment être un atelier que vous allez avoir les bases, des exemples, puis à la fin, vous devriez avoir votre lettre déjà prête d'écrite. Puis on va vous aider à l'améliorer, puis à faire une lettre qui a de l'impact, qui vous permet d'avoir de nouveaux clients. Alors, Absolument. En marketing, plus vous allez atteindre de clients, plus vous allez avoir de rendez-vous. C'est juste une question de chiffres. Plus de clients vous atteignez, plus vous avez de rendez-vous, plus vous allez faire de closing. Puis du closing, ben, c'est ça, c'est là que se trouve l'argent. Absolument. On vous invite aussi à suivre notre groupe Facebook. On va, en général, tous les 15 jours, on fait une petite rencontre comme ça, là, un petit salon sur une thématique. Donc, si vous voulez participer, hein, avec plaisir, hein, inscrivez-vous en avance. Là, on va publier des événements dans les prochains jours. En général, tous les 15 jours. Je voulais mettre ça à l'agenda. Tous les 15 jours, on va avoir une petite rencontre tous ensemble. Donc, si vous voulez venir discuter avec nous et puis en apprendre un petit peu plus pour améliorer votre prospection, ça va nous faire plaisir de vous aider. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez discuter, c'est ouvert. Nous, on fait des formats larges comme ça où c'est des discussions de salon. Alors, je vous remercie beaucoup tous d'être venus et puis je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. Merci. Au revoir. Merci. Raphaël, est-ce qu'on pourrait se parler 2 minutes après? Oui.